Et cette question, est-ce que le réchauffement peut profiter au tourisme dans les Alpes? Moi, je trouve qu'elle est assez bien posée parce que c'est assez provocateur. Au fond, on part d'opportunités pour le tourisme que ce réchauffement, alors qu'on a entendu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans que le réchauffement climatique, le manque de neige était une calamité, à commencer par les acteurs du tourisme hivernal et les stations de ski. Aujourd'hui, on va plutôt essayer d'aller voir de l'avant, le verre à moitié plein, et voir ce qu'on peut faire face à ce réchauffement qui a très bien été décrit à l'aide de nombreux slides. Je vous rassure, pour ceux qui nous font le plaisir d'être restés, il n'y aura pas de slides, que des gens en chair et en os qui vont essayer de croiser le fer, et moi je vais essayer de faire circuler la balle ou faire circuler le bâton de ski. Je disais, question un peu provocatrice, de dire que le réchauffement peut être une opportunité dans un canton, a priori, où le tourisme représente entre 15 et 20% du PIB. Je viens encore de me le faire confirmer par un des invités. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a effectivement une nouvelle opportunité à inventer, peut-être sur le modèle de Molaison Village, que certains d'entre vous connaissent, dans le canton de Fribourg, qui est une petite station de ski, et qui a un beau sommet de 2000 mètres, un téléphérique, un ou deux remontes-pentes, et qui, dans les années 80 déjà, c'est une station familiale, a décidé de pas tourner le dos à l'hiver, mais enfin de changer de modèle et de se dire il y a une autre vie en dehors de l'hiver, il y a l'été, il y a les familles. Et Molaison, c'est inscrit pour personne, on a fait des émissions là-dessus, on a lu des articles, fait la majeure partie de son chiffre d'affaires l'été. Les bons étés et les mauvais hivers, on a un rapport quasiment de 70% de chiffre d'affaires l'été, et de même pas 30%, même beaucoup moins l'hiver. Alors, est-ce que c'est un modèle à poursuivre? On le verra avec notamment le représentant d'Anzer. Il faut aussi se dire une chose, c'est qu'on parle de ski en Valais, c'est magnifique. Je parlais de mes souvenirs d'enfance dans les années 70. Au fond, le ski avant-guerre n'existait quasiment pas, ou très 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 peu. Donc on parle de quelque chose d'extrêmement récent, et tout ça nous donne une relativité du phénomène. À voir s'il faut revenir vers ce qu'on connaissait au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, cette montagne magique que nous décrivaient les écrivains, notamment Thomas Mann, la montagne des sanatoriums, la montagne d'une certaine lenteur, celle qui apaise, qui soigne, qui transforme celui qui la visite, qui n'est pas là seulement pour la parcourir le plus vite possible. On verra si c'est possible. Tout cela avec en filigrane la question du Magic Pass. Vous êtes peut-être abonné à ce petit sésame qui fête déjà sa 2e année et qui fête sa première année l'été. Et là, on verra qu'il y a déjà des conséquences extrêmement palpables sur le Magic Pass et son ouverture l'été, et des chiffres qui sont très bons. Voilà, on va poser le constat dans un premier temps avec nos 4 invités de ce qu'est ce réchauffement climatique dans les Alpes. Martine Rébété, qui est notre climatologue, nous donnera 1 ou 2 chiffres, pas beaucoup plus, parce que trop de chiffres nuit un petit peu à l'intelligibilité. On verra les conséquences à long terme pour les stations, et puis on essayera d'imaginer ce que faisait déjà un de nos interlocuteurs au début des années 2000, d'imaginer ce que peut être un tourisme réinventé par rapport au manque de neige. Est-ce qu'on peut véritablement aller vers un tourisme 4 saisons ou 3 saisons et demie, en comptant l'automne? J'appelle donc à la barre Martine Rébété, climatologue, professeure en climatologie appliquée à l'Université de Neuchâtel. Vous êtes chercheuse, vous êtes baignée dans les histoires climatiques depuis votre université. Je me souviens que vous aviez fait un travail sur les dictons populaires liés au climat, Martine Rébété. C'est un travail où vous avez été recueillir les dictons de la sagesse populaire dans les montagnes et dans les campagnes, et puis vous aviez vérifié pour savoir si ça se coordonnait avec les données scientifiques. C'est bien ça? Ben voilà, c'est comme ça que je vous avais connu. Martine Rébété, Sébastien Travaletti, président de Télé Anzer, SA, station située entre 1500 et 2400 mètres d'altitude. Vous me corrigez si je dis des bêtises. C'est exact. Donc très concerné par les effets du réchauffement climatique, vraiment dans la ligne de mire. Alain Boulogne, le politique, mais qui n'est pas un politique suisse, qui est un politique français, qui nous sortira peut-être un peu des petites querelles qu'on a pu avoir ici. Vous êtes l'ancien maire des Gier en France. C'est dans les ports du soleil, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est dans les ports du soleil. Président de la CIPRA France. La CIPRA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission internationale pour la protection des Alpes, qui date de 1952 et qui, notamment, observe le respect de l'application de la Convention alpine. Ça, on entend peut-être parler un peu plus souvent de cette fameuse Convention alpine. Vous nous parlerez notamment, Alain Boulogne, de votre expérience de maire des Gier, à une époque où on
commençait à parler de réchauffement climatique. Je crois que ce n'était pas très facile pour vous, parce que vous étiez en quelque sorte un lanceur d'alerte à une époque où les gens ne voulaient pas vraiment en entendre parler. Et Dominique Fumeau, responsable de la filière tourisme à la HES-SO Valais, vous êtes donc dans vos murs, et vous nous direz si le ski en Valais et ailleurs est encore une thématique porteuse en ces temps un peu réchauffés. Merci d'être avec nous. Moi, j'aimerais bien que la balle ou la parole circule un peu entre vous. N'hésitez pas à vous interrompre, à m'interrompre moi. J'en ai fini pour l'introduction et je passe tout de suite à Martine Rebetté. Un chiffre du réchauffement. On parle généralement d'une augmentation de plus de 2 degrés en Suisse depuis 1864 sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que ça donne dans les Alpes? Quid du réchauffement dans les Alpes et partant de la remontée de la limite pluie-neige? Qu'est-ce qu'on peut dire là aujourd'hui en 2018? Oui, donc effectivement on est au double dans la région alpine, mais dans la Suisse en général on est à 2 fois plus rapide l'augmentation des températures par rapport à la moyenne de l'hémisphère nord. Et puis alors ce qu'on observe de particulier dans la région alpine, c'est qu'à mesure qu'on se trouve dans une zone d'altitude qui a moins d'enneigement, on a une saison qui se réchauffe davantage par un effet d'albédo. Donc ces dernières décennies, on a eu un fort réchauffement du printemps, typiquement parce qu'à mesure qu'on perd de la neige, le réchauffement est plus manifeste. Cette limite pluie-neige, elle est remontée de combien de mètres très concrètement? C'est 100 dernières années. Alors c'est très difficile à dire une valeur comme ça parce que ça dépend si on est au mois de janvier ou si on est au mois de mars. Donc on a une manifestation qui est très forte sur le printemps. Donc on peut-être le chiffre, si j'ai le droit de donner qu'un chiffre. Hein. Non, vous pouvez en donner plusieurs. On va essayer de pas noyer les gens avec des chiffres, c'est ça. Donc c'est clair qu'on a de plus en plus une partie de la neige qui se transforme en pluie, mais pour donner un chiffre qui est plus facile à visualiser, c'est que depuis les années 70, en automne, c'est-à-dire en début de saison, on a perdu 12 jours d'enneigement en moyenne, et au printemps, on a perdu 26 jours d'enneigement. Et ça, c'est à toutes les altitudes. Donc si vous êtes à basse altitude, vous aviez avant 40 jours d'enneigement, il n'en reste plus beaucoup. Et puis si vous êtes très haut et qu'avant vous aviez 150 jours d'enneigement, toute la saison de décembre à avril, elle est encore en 90% couverte de neige. Mais à long terme, disons 50-100 ans, le ski c'est fini, Martine Rebetté. Non, alors jamais je dirais que le ski c'est fini, parce que on a, pour ceux qui étaient là hier soir, on a cette énorme variabilité d'une année à l'autre. Donc on peut il pourra y avoir des années quasiment sans neige, mais on en avait déjà auparavant. Mais on aura toujours encore des années avec neige, mais de moins en moins souvent, et surtout de moins en moins à basse altitude. Mais on peut encore avoir des précipitations neigeuses comme on a eu cet hiver à Sion. C'est complètement inhabituel, mais ça reste possible et ça restera encore longtemps possible. On a aussi de la neige en Israël et au Liban, donc c'est juste une question de fréquence. Merci pour avoir posé très bien ce cadre climatique, Martine Rebetté. Anzer, 1500-2400 mètres, Sébastien Travaletti, vous entendez Martine Rebetté, vous connaissez ça évidemment parce que vous devez faire vos calculs, président de Télé Anzer. Vous dormez bien la nuit en hiver? C'est une bonne question. Non, on dort bien la nuit, mais je crois qu'on est dépendant de la météo à 100%. On fait une activité où les éléments climatiques sont clés et c'est une gestion des risques qu'on doit avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde économique et le développement économique de nos montagnes passe par cette gestion des risques et de la gestion du climat. Et je prends les cas, je dirais, typiques. L'enneigement mécanique est une solution pour nous, pour garantir nos investissements. Alors ça, on y reviendra. L'enneigement mécanique que dans d'autres cantons, on appelle neige artificielle, s'il y a des Vaudois par ici. Mais cette prise de conscience que le ski n'est plus éternel, ou en tout cas plus éternel en tant qu'activité économique seule en hiver, vous l'avez, Sébastien Travaletti? Alors, je pense qu'il y a un changement de consommation, premièrement. Vous avez dit, quand dans les années 70, vous avez skié du début novembre à fin avril, c'est certain. Aujourd'hui, on ne connaît plus cela. On ne connaît plus non plus la journée de ski
de 8h30 à 16h l'après-midi. Le ski est devenu une activité qui se consomme environ 2 heures, 2h30. Mais elle doit être combinée avec toute une série d'autres activités à la montagne ou en station pour divertir les clients. Et si on reste uniquement sur le focus ski, ben, c'est parce que la clientèle attend. Et là, on sera perdu. Et le risque aussi, du fait du climat, va augmenter. Et on est obligé de se diversifier, de diminuer ces risques liés à la météo. Mais par contre, il faut juste se rendre compte aussi, pour parler des chiffres, si vous prenez les remontées mécaniques aujourd'hui en moyenne en Suisse, elles jouent sur 6 semaines à 8 semaines 80% de leur chiffre d'affaires. Donc risque systémique immense là. Immense, Ouais. on est clair. Ouais. Et même si le développement de 4 saisons, comme vous le prenez, on le donne, pour nous, en Suisse, en moyenne, je parle dans les Alpes et les Grisons, si j'enlève les exceptions qui sont Zermatt, Chamonix pour la France, etc., l'été représente entre 3 et 5% de chiffre d'affaires. Ouais. Il y a une possibilité de croissance, c'est certain, mais elle reste quand même faible par rapport à l'hiver. Alors, on ouvre des pistes pour la suite, effectivement. Dominique Fumeau, je le disais, jusque dans les années 40, 50 et même 60, on ne skiait pas ici, dans de très rares endroits, en assez haute altitude, où il y avait des petits tire-fesses. Le ski n'existait pas il y a 100 ans, et peut-être on n'existera plus dans 100 ans. Est-ce qu'on n'a pas trop misé sur le ski, à une époque où évidemment on ne parlait pas encore de réchauffement climatique? C'est toujours facile après quand on arrive à la période du bilan et puis de dire on a trop misé sur quelque chose. Le ski, il a eu un avantage, c'est qu'il est arrivé vite, il a plu à beaucoup de monde et puis il a créé un fort développement dans beaucoup de régions des Alpes. Et puis, il aurait été à peu près fou de dire aux gens non, mais attends, n'allez pas trop vite, on va limiter le nombre de personnes qui peuvent pratiquer le ski parce qu'il ne faudrait pas trop que les gens le pratiquent. Donc, de toute façon, ça s'est développé par lui-même. Alors, effectivement, avant, il y avait des alternatives où il n'y avait pas l'alternative du ski, on faisait autre chose. On allait en montagne pour marcher, pour soigner ses poumons, pour contempler les montagnes. Il y a eu de tout. Les Alpes, ça a commencé par le tourisme d'été. C'est de l'ascensionnisme, c'est de l'alpinisme, c'est de l'admiration du paysage. C'est là où on a commencé vraiment ce tourisme-là. Et c'était pas forcément d'aller descendre de la neige. Il y avait que quelques moines et quelques chanoines qui avaient des skis là, ou bien en Suède avec le télémark. Mais on ne faisait pas de ski. Maintenant, est-ce que le ski restera comme une sorte de parenthèse enchantée dans l'histoire du tourisme? Enchanté certainement, parenthèse, ça sera quand même assez longue. Pour le moment, elle n'est pas finie. Je crois qu'il faut aussi limiter l'alarmisme. Il y a des contraintes dans la saison de ski. Elle diminue en altitude, en durée, ce que vous avez dit, il y a moins d'enneigement, il y a moins de jours d'enneigement. À basse altitude, c'est de plus en plus compliqué. Donc il y a moins d'endroits peut-être où on pourra faire du ski, moins intensivement, et puis avec peut-être moins de personnes parce qu'il y a moins de surface. Mais c'est pas mort. Ça reste vendeur comme produit touristique, le ski? Il n'y a qu'à voir quand même qu'aujourd'hui, il y a un nombre de millions de journées skieurs qui se fait. Alors en Suisse, sur la moyenne, on en il y en a quand même moins qu'il y a 20 ans. Il y en a moins qu'à 20 ans, mais si vous regardez d'autres pays, il ne faut pas faire de la publicité pour nos concurrents, mais il y a d'autres pays où ça augmente, juste à côté. L'Italie, l'Autriche, ils sont toujours à peu près à la moyenne ou un peu plus haut. Et aujourd'hui, on n'est pas sur ce déclin. On a un déclin en Suisse qui est assez régulier, mais pour d'autres raisons aussi. Mais le ski, non, il n'est pas hors de normes et hors de mode. Alors Boulogne, vous avez été maire des Gets, donc c'est une station d'un peu plus basse altitude encore qu'Anzer, maximum à 2000 mètres d'altitude. Vous étiez dans les années un peu critiques où on a commencé à sentir les premiers effets du réchauffement climatique et surtout à en parler au niveau politique. Comment vous avez vécu votre expérience de responsable de station, de responsable d'entité politique à cette période-là? Moi, j'aimerais vous présenter un peu comme un lanceur d'alerte à l'époque. Vous avez tiré la sonnette d'alarme en disant peut-être qu'on doit essayer de penser les choses autrement. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez été entendu à l'époque? Merci de me présenter comme ça. Si vous me permettez, je voudrais faire juste une lecture liminaire d'une phrase qui a été prononcée il y a 15 jours par un homme politique français, que je trouve vraiment d'actualité, parce qu'en ce moment en France, on est dans un entre-deux. Depuis combien de temps? Depuis 15 jours. On y est. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Alors assez curieusement,
C'est notre Premier ministre qui a dit ça il y a 15 jours. Édouard Philippe, oui. Et ça, c'était avant la démission de Nicolas. Oui, c'est pour ça que je dis 15 jours, parce que c'est quand même assez... Enfin, moi, je la relève. Quand Nicolas Hulot démissionne, lui, il déclare en direct à France Inter: on s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de ces désordres climatiques, je cite. Donc je me dis, là nous, en tout cas en France, comment ça va se passer? Parce que c'est quand même assez inouï que d'un côté, il y ait de la bonne volonté, hein, c'est obsédant, mais en même temps, il n'y a aucun rapport entre les deux. Ce que vous nous dites, parce que je vais essayer de ramener la question au niveau du ski, des stations de ski et de la moyenne montagne, ce que vous nous dites, c'est entre la période où vous lanciez l'alerte, début des années 2000, 2003, 2004, et maintenant, rien n'a changé ou pas grand-chose? Mais on a eu des périodes de désespoir et des périodes d'espoir. L'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement était pour nous était vraiment un espoir important. Voilà, mais c'est pour ça que je dis qu'on est dans un entre-deux, on va voir qui va pouvoir le remplacer. Vous, à l'époque, vous m'aviez dit en préparant cette table ronde, un peu souffert de ne pas avoir été entendu. C'était à ce niveau-là, le message ne passait pas. Alors, attendez, moi je ne suis rien là-dedans. Souffert au niveau des idées. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est plutôt la situation que j'ai trouvée en arrivant en tant que maire. Parce que ça, c'était quand même assez exceptionnel. J'allais dire, j'ai été élu presque sur une ambiguïté. Il n'y avait personne qui voulait y aller. J'ai dit au bout de 15 jours, c'est peut-être mon devoir de citoyen d'y aller. Je n'avais aucune aptitude à ça en particulier. Ce que j'ai trouvé, la situation que j'ai trouvée, elle était totalement hallucinante. Là, on est dans les années en 90. 2001. En 2001. Il y avait déjà 15 000 lits construits au jet. Il y avait des promesses de droit à bâtir pour 60 000 lits. Je ne suis pas une exception. Je crois que c'est partout comme ça dans les Alpes. Ça veut dire qu'à l'époque, on n'avait aucune conscience de ce qui allait nous tomber sur la tête? Alors, attendez, c'est pire que ça, puisque le mot développement durable était une injure. Peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme ça en Suisse, mais en France, c'était terrible de pouvoir arriver à expliquer quelque chose. Alors, face à cette promesse de droit à bâtir, je n'avais pas beaucoup de solutions, puisque, in fine, c'est le maire qui signe les permis de construire. Et quand un maire signe un permis de construire, ça veut dire qu'il engage au moins 250 ans de béton dans son paysage. C'est ça que ça veut dire signer un permis de construire. C'est pas uniquement, il va y avoir quelqu'un qui va se faire plaisir avec son chalet. On engage 250 ans. Donc ça vous oblige à avoir une réflexion sur le temps long. Et là, je dis, mais là, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de machin, le paysage, il est déjà complètement mité. Comment je trouve le moyen de mettre un frein quelque part? Donc j'ai cherché dans la boîte à outils législative française, et la boîte à outils législative française, à l'époque, n'avait pas du tout intégré. Alors, le Grenelle de l'environnement est passé depuis, mais à l'époque, dans la boîte à outils, il n'y avait rien. On ne pouvait pas freiner. Le monde était infini. On est en 2001. Et 17 ans après, au niveau des jets, bon, vous n'êtes plus aux manettes, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un silence pesant. J'aime bien dire joker, mais je vais quand même vous répondre. Non, mais le joker, c'est une forme de réponse. Oui, non, mais malheureusement, j'ai réussi à contraindre, j'ai gelé les permis de construire entièrement pendant la durée de mon mandat. Il n'y a pas un permis qui est sorti. Et ce qui fait que c'est l'histoire du tube de dentifrice. C'est-à-dire que plus vous appuyez d'un côté, la pâte repart de l'autre. C'est-à-dire que tout de suite derrière, il a fallu rattraper le temps perdu. Donc aujourd'hui, on est sur le même rythme qu'auparavant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dominique Fumeau, on parlait du tourisme 4 saisons. Et M. Travaletti nous rappelait que en 6 semaines, au fond, ou en 8 semaines, la messe peut être dite ou pas dite. Quand on entend ça, est-ce qu'on peut imaginer décemment, ces prochaines décennies, dans les Alpes suisses et valaisannes, puisqu'on est ici, un tourisme 4 saisons, c'est-à-dire que ces installations tournent quasiment tous les mois, à part des périodes où elles sont en réflexion? Moi, je ne prendrais pas que l'exemple des remontées mécaniques, parce que c'est clair que là, on a un sujet très très spécifique et qui est très dépendant aujourd'hui du chiffre d'affaires d'hiver. Ah, on peut s'y arrêter alors. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est peut-être trop dépendant des simples remontées mécaniques, que là, il y a un risque systémique pour les stations. Je m'ouvre dans la brèche. Pour les stations, il y a surtout des opportunités de réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du... C'est une façon de répondre. C'est une façon de répondre. Vous répondez oui à la question que je viens de vous poser.
Oui, je réponds qu'aujourd'hui, on ne doit pas réfléchir à une station par ses remontées mécaniques, mais par son produit et par sa stratégie politique du tourisme. Et ça, tout le monde pense comme ça. Je veux dire, Ça se saurait, on y est ou on n'y est pas encore? mais on avance, et ça, il y a quand même quelque chose qui est assez paradoxal. Alors, M. Boulogne n'est pas content, mais c'est normal. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont plus vite, il y a des gens qui vont moins vite. Le politique n'est pas réputé pour aller très vite. La politique du tourisme en Suisse, elle n'a pas une réputation de rentrer dans les barrières et de tout révolutionner. Mais par contre, le discours du politique a changé. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on demande aujourd'hui, en tout cas en Valais, en Suisse aussi, mais en Valais puisqu'on est ici, à toutes les destinations de mettre en place une politique touristique avant qu'on entre en matière sur oui, on accorde au règlement de taxes, oui, on accorde un nouveau aménagement du territoire, etc. Donc aujourd'hui, quand on a des projets touristiques, il faut d'abord prouver qu'on a fait une politique du tourisme dans les communes et dans les régions. Donc il y a quand même un changement. Alors après, on peut toujours voir aussi les verts pleins comme ils sont, hein, c'est-à-dire de vouloir aller plus vite ou de vouloir aller moins vite pour certains, mais il y a un changement et celui-là, c'est sur celui-là qu'on doit s'appuyer pour essayer de faire avancer. Alain Boulogne, vous souhaitiez réagir à ça? Juste un chiffre. Encore aujourd'hui, sur 10 € investis pour le futur, 9 € sont investis pour les remontées mécaniques et 1 € pour les autres activités. Ça tient simplement au fait que l'activité remontée mécanique est une activité extrêmement capitalistique et qu'il faut immobiliser énormément de capitaux. Et ça, c'est une équation qui est extrêmement difficile. J'ai été président de la société de remontée mécanique au GEI. Je n'ai pas vraiment trouvé la solution. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire une osmose juridique entre les activités de l'été et les activités de l'hiver, de façon à ce que les intérêts soient communs. Parce qu'à l'époque, la société de remontée mécanique en hiver se foutait royalement de l'été en disant ouais, c'est 3%, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Alors qu'en fait, il faut absolument rendre l'ensemble de l'activité économique du village solidaire. Aujourd'hui, bien sûr, l'hiver permet encore de gagner plus d'argent, mais on a trop d'inconnus dans le futur pour dire ça sera toujours comme ça. Et il faut vraiment beaucoup plus préparer l'été qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors, Sébastien Travelletti, en matière d'été, justement, alors peut-être là, j'avais promis peu de chiffres, bon, on en a déjà quelques-uns, mais sur le chiffre d'affaires, hiver-été, en moyenne, en général, un bon hiver, un bon été, ça se répartit comment maintenant? Et puis la question qui suit, c'est est-ce qu'on pourra faire communiquer les bases un peu plus? Anzère, aujourd'hui, c'est quoi? 80% l'hiver? Alors, je vais vous donner, il y a 3 ans, l'été représentait 2% pour les remontées mécaniques. Attention, pour les remontées mécaniques. Ensuite, je suis là pour les remontées mécaniques, hein, il faut quand même... Voilà, ensuite, juste pour donner, aujourd'hui, Anzère a fait, pour X raisons, on est passé 20% d'augmentation de son chiffre d'affaires, mais ce 2%, cette année, va passer plus ou moins à 6%. C'est-à-dire qu'on fait 20% de chiffre d'affaires de plus global, mais on triple le chiffre d'affaires comparé à 2 ans en arrière au niveau de l'été. C'est-à-dire qu'on a une conscience par rapport à ça, on développe des produits, mais ça prend du temps. C'est très difficile aussi au niveau politique, parce que pour avoir des autorisations pour faire des pistes de VTT comme OG, comme on aimerait bien, c'est presque impossible. C'est aussi dur que pour une nouvelle piste de ski? Encore peut-être plus, pire. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, on a 50 ans de, je ne dirais pas de plan d'aménagement, mais que les pistes ont été dessinées, que les choses ont été mises en place. On ne peut pas revenir sur le passé. C'est très difficile de nous faire enlever des pistes de ski. Par contre, maintenant, pour aller créer des activités d'été et du développement touristique d'été, ça nous prend 11 heures. Il y a 3 ans ou 4 ans qu'on a des dossiers qui traînent par rapport à des demandes pour du développement au niveau montagne. Ce que vous voulez dire, c'est que derrière les beaux discours très optimistes de dire il y a qu'à, vous dites la réalité du terrain, c'est que c'est compliqué. Martine Rebetté, oui. Vous pouvez poser une question, j'allais vous en poser une aussi, mais par rapport aux chiffres, quelle est cette année la période d'ouverture des remontées mécaniques? Alors, non, d'été. Justement, Été. Alors, juste la politique touristique, comme Dominique l'a très bien expliqué, aujourd'hui, notre commune en Valais, elles sont définies avec toute une série de changements. Et la demande d'exploitation de la destination est de mi-juin à fin octobre. On ouvre 135 jours. C'était déjà le cas l'année dernière. Les autres années, on était plus proche d'une centaine de jours.
C'est-à-dire que la période d'été était quand même conséquente, mais aujourd'hui, le nombre de jours d'exploitation d'été a dépassé du nombre de jours d'exploitation d'hiver. L'hiver est plutôt entre 115 et 120 jours, prenant en considération des jours de fermeture comme l'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'on les diminue directement, et l'été, actuellement, on est à 135 jours au niveau d'ouverture. C'est certain. Et ça a contribué à ce triplement du chiffre. Non, alors il y a plusieurs effets. C'est parce qu'il y a eu 3 fois plus de personnes qui sont venues pendant les 20 jours d'ouverture. Il y a l'effet d'une taxe touristique qui a été mise en place pour les résidences secondaires, qui leur donne accès aux remontées mécaniques dans le cadre de leur taxe. C'est-à-dire qu'on les, on va pas dire on les oblige à venir, mais on les incite à consommer, je dirais, au niveau local. Une deuxième chose importante, c'est-à-dire que ces personnes-là amènent des amis. Et la troisième chose, c'est clair, le Magic Pass avec presque 100 000 clients en Suisse romande qui ont un abonnement valable l'été, c'est un changement culturel très fort. Et ces 3 éléments font qu'on triple, je dirais, le chiffre d'affaires, mais on triple aussi la fréquentation estivale, qui est le bénéfice dans la destination pour les hôteliers, pour les restaurateurs, je dirais pour toute l'activité au niveau des destinations. Mais attention, les remontées mécaniques, avec ces efforts-là, sans être méchants, sont les parents pauvres de ce développement-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On parlera du Magic Pass et notamment de sa première ouverture cette année sur l'été, qui a, je le disais en introduction, obtenu de bons résultats. Martine Rebetté, je ne sais pas si ces études existent, mais de votre point de vue de climatologue et passionné de montagne, qu'est-ce qu'on peut dire sur celles qui survivront et celles qui ne survivront pas si le ski se meurt? Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a des stations de ski de basse ou de moyenne altitude qui ne survivraient pas à l'augmentation des températures telles qu'on l'a décrite? Non, ça clairement, l'expérience montre qu'on ne peut pas le dire. Et il y a des expériences très intéressantes qui existent déjà aujourd'hui pour les stations du Jura, où théoriquement, d'un point de vue climatique, du point de vue de l'enneigement effectif qu'elles reçoivent, ça fait longtemps qu'elles devraient être fermées, or elles sont toujours ouvertes. Parce que c'est des modèles économiques qui sont complètement différents, avec du volontariat, avec de l'investissement des collectivités locales pour les collectivités locales. Donc ça dépend de tellement de facteurs que jamais, du point de vue climatique, on pourrait dire là ça va forcément fermer. Le Saint-Bernard a fermé à 2000 mètres, c'est pas par manque de neige. Non, c'est par manque d'argent. Voilà, donc il y a plein d'autres facteurs qui décident. Mais est-ce que le fait que les investisseurs ne se pressent pas au portillon, vous citiez le cas du Super Saint-Bernard, donc juste en dessous du col, il n'y a pas eu d'investisseurs aussi, il y a 5-6 ans, ça a fermé, je crois que c'était à cette époque, parce que les perspectives d'enneigement n'étaient peut-être plus les mêmes qu'à l'époque. Qui veut répondre à ça? Peut-être Dominique Fumeau qui n'a pas l'air d'accord. Bon, peut-être parce que Saint-Bernard, c'est quand même une région que je connais bien. Il ne faut pas non plus tout ramener à la neige. Pour le ski, c'est important, vous considérez quand même. Mais c'est de la neige un peu partout, hein, dans la montagne, par contre, vous ne skiez pas n'importe où. Les endroits où vous ne pouvez pas skier, parce que ce n'est pas adapté, parce que les pistes sont pas possibles ce n'est pas des pistes, tout simplement, ce n'est pas atteignable, ou alors pour des aventuriers. Mais là, le Saint-Bernard, c'est autre chose. On n'a pas de station au Saint-Bernard. On a 2 remontées mécaniques au Super Saint-Bernard qui amènent des skieurs, mais c'est tout. En plus, on a des conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles, avec du vent, avec énormément de journées qui sont fermes, journées faites de fermeture pour cause climatique. Donc ça a été une exploitation extrêmement difficile. Et puis un bassin autour de logements qui n'est pas direct au pied de la station. Il y a pas mal de facteurs qui interviennent là-dedans. Donc la neige, c'est pas le manque de neige du tout du côté du Saint-Bernard qui influence. Enfin, il n'y a pas psychologiquement chez quelqu'un qui aurait pu mettre de l'argent pour faire revivre ce télécabine, le fait qu'ils se disent il n'y a plus de neige dans 50 ans. Est-ce que ça n'agit pas sur les mentalités, sur l'économie du tourisme et du ski? Il y a un projet de Super Saint-Bernard qui est à bout touchant, qui va partir pour remettre un petit peu de la neige et du ski dans cet endroit-là. Il est aujourd'hui, je dis en phase finale, et on peut partir. C'est un autre modèle, c'est du ski un petit peu plus contemplatif, avec du logement, avec une ville où il y a beaucoup moins de monde. Avec un quota de téléphérique qui n'est pas ouvert à tout le monde, ça fait. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est qu'il y a une capacité de transport qui sera moindre. Ce qu'on appelle un quota. C'est pas un bon pas une sélection au départ, c'est pas la médecine. Alain Boulogne, vous entendez tout ça, mais si vous mettez votre casquette de président de la CIPRA, on monte en 98% sur l'hiver,
2% sur l'été. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à tout ça? Est-ce qu'on ne fait pas un peu fausse route quand même? Permettez-moi déjà... Ça marche? Oui, ça marche. Permettez-moi de revenir juste 2 minutes sur la saison d'été et sur la manière de lancer une saison d'été. Au GER, on a été vraiment parmi les pionniers à croire au vélo. Aujourd'hui, on voit que le vélo est vraiment promis un très grand avenir, ne serait-ce qu'en matière de transport en commun. Quand vous dites vélo, pardon, c'est VTT? Alors, c'est l'ensemble du vélo. Nous, on s'était spécialisé déjà dans le vélo de descente, déjà depuis un certain temps, mais depuis, le vélo a pris une autre amplitude que uniquement le vélo de descente. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est il faut que le politique, à l'époque j'étais politique, ose dire on a une saison d'été à lancer et on sait bien que les activités d'été vont être rentables du 15 juillet au 15 août. Et qu'avant et après, donc du 15 juin au 15 juillet et ensuite sortie de saison, là évidemment la société elle mange de l'argent. Or, si on veut arriver à établir une saison d'été, il faut absolument élargir les plages. Puisque l'hiver, les plages ont tendance déjà à se rétrécir, il faut absolument trouver le moyen d'élargir les plages d'ouverture en été. Et c'est là où la collectivité publique dit, puisqu'on a encore les moyens de le faire, enfin en tout cas, c'est ce que j'avais osé faire, de dire du 15 juin au 15 juillet, et en sortie de saison, c'est à la charge de la collectivité de prendre les déficits. Et après, c'est à la société qui exploite l'ensemble de l'activité touristique de faire son argent, puisque c'est une société qui doit sortir des bénéfices. Sébastien Travelletti, vous entendez ça? Est-ce que c'est sur ces scénarios-là que vous planchez du côté d'Anzère? Alors, ces scénarios sont actuellement mis en place dans beaucoup de destinations. Les premiers ont mis ça, je dirais, dans la région, sont à Villars avec la Free Pass. C'est-à-dire que chaque touriste qui venait avait l'accès à toutes les activités de manière gratuite en cas, je dirais, aussi rester une nuit ou plus dans la destination. Ça a été fait dans le Val-d'Animier. À Anzère, c'est le deuxième été qu'on l'a en place. C'est un effet extrêmement positif. Mais de nouveau, on n'a pas une garantie de déficit. On a uniquement un apport financier qui est défini à un certain niveau. Et aujourd'hui, ça donne un peu de beurre dans les épinards, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a fait nos calculs. L'été, malgré qu'on passe à 6%, avec cette augmentation, on sera juste à 0. C'est-à-dire que pour nous, on perd déjà plus d'argent l'été, c'est déjà positif, mais c'est très difficile d'aller progresser. Je crois que c'est très important de retenir ce que vous nous dites. Puisque vous avez le micro et qu'on parlait du Magic Pass et de ses effets bénéfiques il y a un instant, un nouveau chiffre, mais le Magic Pass, cet été 2018, du côté d'Anzère, quels en sont les effets? Alors, il y a plein d'effets, il faut faire très attention. Je crois que réchauffement climatique veut dire que les gens vont chercher la fraîcheur en montagne. C'est certain. Ah, vous dites que puisqu'il a fait très chaud cet été, il y a cet effet-là. C'est la même chose, on a eu de la neige l'hiver passé, etc. Il faut faire très attention quand on tire des bilans. Mais le premier bilan qu'on peut, je dirais, tirer, qui est très intéressant, c'est comme quoi, aujourd'hui, les gens sont prêts à consommer de la montagne lorsqu'on leur donne des produits attractifs. Magic Pass été. Voilà, par exemple. Mais c'est combien sur cet été? Pondérons-le avec Alors, la variable canicule. je vous donne qu'on n'a pas encore les chiffres définitifs, il faut être clair, on a encore durant l'été, que toutes les stations du Magic Pass aujourd'hui, plus ou moins à cette date, ont dépassé les fréquentations totales de l'été passé qui s'éteint, je dirais, à fin octobre. C'est impressionnant. Donc c'est plus 50%. Alors, je vais vous donner pour Anzère, aujourd'hui, on est en fréquentation à plus 50% par rapport à la saison dernière. Ah oui. Alors, le Magic Pass apporte, je dirais, dans la consommation totale, c'est environ 30%, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation aussi au niveau local, des gens qui sont venus, et aussi au niveau des visiteurs la journée sans abonnement. Mais c'est quand même conséquent, et ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'amener des gens à la montagne qui ne skient même pas. Des gens qui ont acheté le Magic Pass ne skient pas, ont acheté un pass à l'année pour aller découvrir la montagne d'une manière complètement différente. Le pourcentage est très faible. Donc l'hiver, ils ont le Magic Pass, mais ils vont marcher, promener le chien. Exactement, voilà. Ouais. Exactement. Et ça, c'est complètement différent de tout ce qu'on a connu par le passé. Bon, ça, c'est hyper intéressant. Merci de répéter. Ce Magic Pass d'hiver, qui en était à sa deuxième saison, première l'été, est-ce que c'est une forme de panacée? D'un point de vue climatique, c'est clair qu'on a un énorme potentiel sur la saison d'été. Mais quand je dis saison d'été, c'est jusqu'à
jusqu'au début du ski, en fait, tant qu'on reste dans des conditions pratiques à la festival. Donc c'est exactement ce que nous, climatologues, disions auparavant, c'est exactement la bonne manière de faire. Alain Boulogne peut être le Gaulois de l'étape, comme disait Emmanuel Macron. Le Magic Pass, ce genre de choses. Alors, sur les Portes du Soleil, évidemment, il y a des forfaits communs, mais c'est très compliqué en France et Suisse. Mais ce genre de forfait type Magic Pass, vous en avez rêvé à l'époque? Ou pas? Oui, mais avec les Portes du Soleil, on était déjà un petit peu en avance là-dessus, donc on avait rodé 12 stations, c'est pas forcément simple, mais c'était très très intéressant avec les transports gratuits entre stations, etc. Et on avait commencé à exploser. Est-ce qu'il faudrait faire ça pour, par exemple, toute la Savoie, la Haute-Savoie, est-ce que ce serait possible même en France, ce genre de choses? Oui, mais bon, il faut rester quand même dans une aire géographique cohérente, je pense. Hein. On ne peut pas forcément être. Je vais revenir sur la question que vous me posiez au niveau de la CIPRA, si vous me permettez. Alors, la CIPRA, en fait, nous, on part des hommes et des femmes qui vivent en montagne. Et tout démarre des montagnards. Et la question qui est posée en permanence, c'est de dire, mais est-ce qu'il faut, si la société d'exploitation touristique fait son chiffre d'affaires, est-ce qu'il faut continuer à grandir? C'est la recherche de l'équilibre permanent qui devrait être posée en exergue. Aujourd'hui, en France, on a encore beaucoup de sociétés de remontée mécanique qui sont cotées en bourse. Et là, alors que la montagne est un milieu fragile, je crois que c'est démontré, est-ce que c'est cohérent? Et la CIPRA, en fait, à chaque fois repose l'homme au cœur du débat, de dire, mais puisqu'on a un équilibre économique, grâce à l'hiver, grâce à l'été, grâce aux intersaisons, est-ce qu'il faut continuer à grandir? Est-ce qu'il faut continuer à construire? Vaste question, il nous reste un quart d'heure, même pas. Dominique Fumeau, vous qui êtes un analyste du tourisme, est-ce qu'on doit donner ce message-là aux stations, tirer un peu le frein à main, essayer de ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez, proposer autre chose, ou si vous avez les moyens, grandissez, on ne fera rien? Je crois que le développement durable, c'est une thématique qui est aujourd'hui ancrée et à laquelle on doit penser en station. Et quand je disais tout à l'heure qu'on ne doit pas penser une station en fonction des remontées mécaniques, c'est dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, une station, une destination, c'est un ensemble. Et je suis assez dans votre perspective, peut-être pas autant, je ne peux pas non plus l'affirmer, mais il y a un moment donné où oui, effectivement, c'est un ensemble qui doit vivre. C'est un produit économique quand même, et c'est des gens qui vivent dans ces vallées alpines, qui sont destination. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre écosystème. L'être humain, là au milieu, il a le droit de vivre. Et il a le droit de bien vivre économiquement aussi de son activité. Donc, d'avoir une activité dans cette destination, c'est bien. Après, est-ce qu'on a besoin qu'elle soit spectaculaire systématiquement? Pas forcément. On a besoin qu'elle soit rentable. C'est la première des exigences. Et elle doit être rentable pour une destination dans son ensemble. Et là, il y a un aspect de solidarité aussi, parce qu'il y a des acteurs qui, à un moment donné, à une époque X de l'année ou pour des conditions X, ne peuvent pas être rentables à ce moment-là. Par contre, ils font partie du tout. Et ça, cette dynamique-là et cette réflexion est encore très peu présente, mais elle doit se développer. Mais justement, M. Fumeau, les compagnies cotées en bourse, bon, la Compagnie des Alpes, etc., qui n'est d'ailleurs pas présente qu'en France, ça vous choque, ça, qu'on spécule sur l'activité ski et que certaines compagnies soient cotées en bourse? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de quitter? Non, c'est pas obligatoirement. Après, moi, c'est pas à moi de juger les entreprises qui sont en bourse, est-ce qu'elles sont éthiques ou pas. Il y a de la bourse éthique aujourd'hui. Il paraît. Voilà, il paraît. Moi, je boursicote peu, hein. Voilà. Mais ça existe, donc c'est pas de prendre quelque chose, de jeter loin. La perspective d'avoir des investisseurs en montagne, c'est une nécessité pour un développement aussi. Après, il y a peut-être une recherche à avoir des investisseurs conscients. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est intéressant et c'est ça qui peut faire finalement progresser ce produit montagne au bénéfice des habitants de la montagne. Sébastien Travaletti. C'est bon. J'aimerais réagir surtout sur l'aspect, quand on parle, on doit arrêter la croissance ou stopper le développement de certaines stations. Pour rappel, les remontées mécaniques suisses en 10 ans ont perdu 30% de leurs clients. Par rapport aux journées skiées. On est passé de 30 millions à 21 millions. Ça, c'est un phénomène qui est aussi sociologique. Parce qu'il y a mais attention. Non. Alors là, on n'est pas d'accord.
Il faut prendre C'était une question. Non, alors pas du tout d'accord, parce qu'il faut prendre des analyses claires. Aujourd'hui, le Suisse faisait, il y a 10 ans en arrière, les clients suisses faisaient 15 millions sur les 30. Les clients internationaux faisaient aussi 15. Maintenant, sur les 21-22, les Suisses font 14 et les internationaux font plus que 7, 7,5. Donc ça n'a quasi pas bougé sur les Suisses. Ben ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 dernières années? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. La position de la Suisse par rapport à l'export, parce que on fait de l'export hein, quand on veut vendre du ski, et là-dessus, on est très faible vis-à-vis de la concurrence internationale. Et pour nous, au niveau des remontées mécaniques, on est dans une situation où on a perdu 30% de notre business en 10 ans, et on doit tenter de revenir dans une situation qui a 10 ans en arrière. Et c'est là, si on arrive à venir il y a 10 ans en arrière, toutes les stations de ski seront dans une situation financière correcte. Mais c'est ça qu'on doit voir, et je dirais les développements sont importants pour nous en Suisse, dont le Magic Pass nous permet de fidéliser une clientèle surtout suisse, mais on est obligé aujourd'hui de se serrer les coudes. Et ce que les Ports du Soleil, comme ils l'ont fait il y a 12 ans, 15 ans en arrière, sont mis ensemble, aujourd'hui, ben, la Suisse romande, principalement, s'est mis ensemble pour le développement et, je dirais, dans l'intérêt du ski. Martine Rebetté, dans 20 ou 30 ans, ou même un peu plus, imaginons des hivers quasi sans neige, des étés encore plus chauds que ceux qu'on connaît aujourd'hui, les gens iront en montagne pourquoi? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut essayer de décider? Bon, alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est clairement que les gens vont en montagne en cas de canicule. Et ça, on a pu vraiment le démontrer dans nos analyses, au moment où on a des périodes qui sont très chaudes sur le plateau suisse. On a des séjours courts qui se décident pour la montagne. Donc les gens partent spontanément pour quelques jours en altitude parce que la souffrance vis-à-vis de la chaleur les pousse à le faire. Ça, c'est pour l'été. Puis pour un hiver, on parlait de clientèle qui a quand même le Magic Pass mais qui ne fait plus de ski. Ça, c'est à prendre en compte. Ce sera aussi un modèle d'affaires ou un modèle sociologique. Mais je crois, moi je confirme complètement ce qui a été dit. Ce qu'on voit, c'est que les attentes ne sont plus les mêmes. Moi, je suis une grande fan de ski, ski de randonnée maintenant davantage, mais ça me faisait toujours mal au cœur de penser que les prochaines générations ne pourraient plus faire autant de ski, en tout cas à basse altitude, que moi je l'ai fait. Jusqu'à ce que je discute avec des étudiants qui m'ont montré qu'en fait, eux, ils ont tellement d'opportunités, ils font du ski, mais quelques jours dans l'année, et c'est plus ce que nous faisions dans les années 70. Donc, en fait, l'après-ski, c'est déjà peut-être une idée du passé. Il y a déjà quelque chose d'autre. La société évolue, pas seulement le climat. Sébastien Ferretti, oui, si vous voulez réagir. Ouais, Après, j'ai une question pour vous. Oui. Une chose importante, pour nous, au niveau, si je prends le Magic Pass, c'est la défense des stations, je dirais, l'Arc jurassien, Fribourg. Pourquoi? Parce que c'est nos clients futurs dans les Alpes. Et aujourd'hui, cette solidarité et ce développement est clair. Et on doit continuer à conserver le ski dans toutes les régions, même si certaines saisons, ça sera fermé. Parce que si les Suisses ne sont pas sur les skis, je dirais quand ils sont jeunes, ce que nous, on a tous connu, ben, l'industrie du ski va mourir beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, une des conclusions provisoires que vous faites, c'est que ce n'est pas tant le réchauffement climatique et le faible enneigement qui est en train de tuer le ski, mais plutôt la baisse de la pratique, les écoles qui font plus de camps de ski, une classe où il n'y a quasiment plus de skieurs, c'est ça? Il y a plein d'éléments, mais aujourd'hui, on doit faciliter l'accès au ski. Et nous, l'objectif est réellement de faciliter dans toutes les régions et de collaborer. Parce que si on oublie ça, demain, ça sera très difficile parce que notre vivier en Suisse, aujourd'hui, 65% des journées skiées sont faites par des Suisses. Monsieur Boulogne n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que je pense que le sujet du colloque aujourd'hui, c'était le changement climatique et le fait qu'on n'arrive pas à faire passer les messages. On est malheureusement encore assez peu dans la salle et on n'arrive pas à faire passer au grand public. Je pense, moi, que les montagnards ont une grosse responsabilité. Parce que nous, en tant que montagnards, on est témoins directs du changement climatique et de ce qui se produit en haute montagne en particulier. Et que je pense qu'aujourd'hui, et déjà hier, c'est quelque chose qu'il faut absolument que nous disions, parce qu'on continue à cacher ce qui se passe, alors que comme nous sommes des témoins, eh bien, on ne doit pas se taire. Non, d'ailleurs, vous avez bien pris la parole aujourd'hui. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous parliez
ce qu'on disait à propos de l'enneigement mécanique, Sébastien Travelletti, si j'ai bien compris, pour vous, ça devrait être obligatoire pour une station de ski. Enfin, le financement devrait être conditionné à un enneigement mécanique obligatoire. C'est garanti. Aujourd'hui, quand est-ce que là, on ne revient pas 40 ans en arrière? Il faut quand même se rendre compte, quand une société qui a besoin d'aide aussi de l'État, si je prends Fribourg, Vaud, même le Valais, il y a plein de programmes. Je ne parle pas, je dirais, de la France ou de l'Italie ou de l'Autriche, où il y a des fonds publics, je dirais, qui sont mis et donnés, surtout l'Autriche et puis l'Italie. Là-dessus, quand vous mettez 10, 12, 15 millions pour une nouvelle infrastructure, et si vous ne pouvez pas garantir l'exploitation, ça devient très grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la gestion des risques devient importante. Et pour nous, quand des projets sont bloqués sur l'extension d'enneigement mécanique parce qu'on veut changer l'installation, c'est aussi, je trouve, grave. Le politique doit le comprendre et on doit vivre avec notre temps. C'est clair qu'on est, au niveau du climat, on est conscient de ce qui se passe, c'est certain. Mais on ne peut pas dire comme quoi on met en péril les emplois, qu'on met en péril toute une région et de fond de vallée. Et je crois que ça, c'est important. On est dans la défense d'emplois locaux. Parce que sinon, tout le monde va arriver vers les villes. Et je crois que ça, c'est aussi important qu'on comprenne ce message-là, tout en gardant une âme, je dirais, au niveau du climat, qui soit cohérente. Je vous remercie tous les quatre. Si on repose la thématique du début, est-ce que c'est une opportunité, ce réchauffement, ou plutôt quelque chose de relativement délétère, en deux mots? Vous prenez le micro, vous me dites ça, Martine Rebetté, opportunité ou catastrophe? Alors j'aimerais peut-être... On a parlé du tourisme de cure tout à l'heure. Oui. Il y a une époque où on avait du tourisme de cure dans les Alpes et il n'était pas prévu qu'arriveraient tout à coup les antibiotiques. Donc d'un jour à l'autre, les stations ont dû s'adapter, se retourner, il n'y avait pas d'aide publique. Enfin, c'était vraiment une situation difficile. Le changement climatique, il est annoncé et il va arriver progressivement sur plusieurs décennies. Donc là, on a vraiment un avantage pour ceux qui tiennent compte déjà de ce qui est annoncé. Voilà, verre à moitié plein, Martine Rebetté. Opportunité. Alain Boulogne, en deux mots. Oui, je crois qu'on a une chance inouïe en montagne, c'est que avec les techniques modernes, on peut aujourd'hui faire la preuve de notre bonne volonté pour le changement climatique. On peut mettre des capteurs, des indicateurs, et que aujourd'hui, les clients ne croient plus du tout le déclaratif. Et donc la seule manière de s'en sortir aujourd'hui, c'est effectivement de faire la preuve à chaque fois qu'on est vertueux pour le climat. Dominique Fumeau. Je saute M. Travelletti parce que je vais finir avec lui. Pour moi, c'est clairement un élément de l'équation et je pense que ça amplifie le changement, ou en tout cas ça le rend plus rapide. Je crois que les montagnards, on a plein de qualités, on a aussi des défauts, c'est qu'on est un petit peu lent parfois à vouloir changer ou à accepter le changement. Et de temps en temps, d'avoir quelques alertes comme ça fait du bien. Et alors si ça doit être une opportunité, c'est ça, on ne va pas se réjouir d'un changement climatique, c'est pas ça l'idée, c'est que d'en prendre conscience, de pouvoir le voir, le constater effectivement dans les montagnes, etc. Et d'appuyer un petit peu dessus, ça aide à motiver, à évoluer avec le tourisme et à faire autre chose. C'est stimulant. Sébastien Travelletti, on est en 2018, il est 5h moins 7. Je ne sais pas si vous serez encore aux manettes, dans 20 ans. Vous imaginez l'Anzère de vos rêves. À quoi est-ce que le lieu ressemble? À quoi est-ce que la station ressemble dans 20 ans? Alors, je crois qu'aujourd'hui, même pas c'est un rêve, je crois que le politique nous a mis des barrières qu'il fallait et qui étaient nécessaires. Ça, vous le reconnaissez? Il faut être clair. On ne pouvait pas continuer dans une industrie, je dirais, immobilière au niveau des montagnes. Il fallait vraiment avoir une industrie, je dirais, opérationnelle du tourisme. Donc là, on a pris le bon cap. Non, c'est certain. Même ça fait mal, je dirais, et très mal, parce qu'on a beaucoup de complexité aujourd'hui à pouvoir avancer, c'est-à-dire que les barrières sont très fortes. Mais on doit prendre des opportunités pour le développement, et le climat en est une. Il y en a plein d'autres. Maintenant, quel est mon rêve d'ici? La photo dans 20 ans, c'est quoi cette photo? Mais je crois qu'on doit venir plus au niveau du terroir, du tourisme. On doit offrir plus une expérience. Et l'expérience doit être par rapport à ce qu'on a à offrir de nos montagnes. C'est certain. Mais par contre, on a dans cette équation un élément important, c'est la partie économique.
On n'est pas des transports publics. Et on ne le sera jamais. Alors, tant que ces conditions-là sont comme ça, on est une société qui doit générer du cash pour investir et développer, je dirais, la destination. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, les remontées mécaniques en Suisse, je pense que 80% d'elles ont des gros problèmes financiers, forts, moyens, etc. C'est-à-dire qu'on se bat. Et mon rêve dans 20 ans, c'est qu'on n'a plus besoin de se battre pour ça, et puis qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur l'accueil du client et la qualité du service qu'on doit offrir à nos clients. Parce que ça sera la meilleure chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, bonjour. Ma question est concernant l'enneigement mécanique. Alors, je veux bien que les remontées mécaniques soient favorables à l'enneigement mécanique, mais quand même une variable avec laquelle il faut tenir, c'est la présence d'eau ou non. Alors, je connais assez bien le Crans-Montana, qui a un gros problème d'approvisionnement en eau, surtout en hiver. Au moment où on en aurait le plus besoin pour faire l'enneigement mécanique. Alors, je croyais que c'est un peu délétère quand même, de parler de l'enneigement mécanique comme étant la seule solution pour la survie des remontées mécaniques en hiver. Non, en hiver. Comment va-t-on faire au moment où il n'y aura plus assez de neige au moment où on veut l'avoir, et on n'aura pas assez d'eau? Alors là, il va falloir arbitrer le problème. Comment vous voulez arbitrer ce problème? Entre l'agriculture, la consommation des ménages, etc. Alors, Oui. je peux essayer de passer, parce que c'est un sujet qui touche réellement les remontées mécaniques. Pour moi, la première chose, l'eau qui est utilisée en hiver quand on parle de l'agriculture pour le printemps et l'été, va se retransformer en eau. C'est-à-dire qu'on emprunte l'eau et à 100% elle est redonnée à la nature. C'est-à-dire que c'est pas comme quoi on la prend et puis elle n'est plus présente par la suite. Après, il y aura une perte par rapport à ça qui peut être définie par rapport où elle a été utilisée. L'autre élément important, vous savez, quand vous investissez des dizaines de millions et puis vous avez les risques et les banques, ben c'est soit que vous dites vous fermez, parce que vous n'avez plus aucune chance d'exploiter. Parce que si demain on n'a pas de neige, 2 ou 3 hivers, ben, les banques ne vont pas vous laisser dire non, non, on vous fait don de vos intérêts ou des amortissements. Et c'est aujourd'hui un problème économique et aussi politique, parce qu'il y aura la gestion des eaux. Mais indépendamment des remontées mécaniques et des arrangements mécaniques, comme on a entendu ce matin, il y aura des problèmes d'eau qui devront être gérés du niveau politique par la suite, et c'est certain ça. Oui, la situation que vous évoquez, monsieur, je l'ai connue en tant que maire. Un matin, le choix, c'est ou bien on met de l'eau dans les robinets, ou bien on met de l'eau dans les canons à neige. Quand c'est vous qui décidez, là, ça devient... On commence à transpirer sérieusement, parce que c'est exactement la situation que vous évoquez. On est obligé de faire un choix drastique. Et le choix drastique, pour un maire, c'est la sécurité sanitaire qui prime au-dessus de tout. Et donc, j'ai fait le choix de laisser l'eau dans les robinets et d'abandonner l'enneigement artificiel. Je peux vous dire que ce n'est pas drôle du tout, mais que je pense que ça va se reproduire. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. Je viens de la montagne de Vercorin. Et effectivement, toute cette question d'enneigement, de remontée mécanique, est quelque chose qui m'est familier. J'ai l'impression qu'on est dans une époque, dans un moment charnière, où on a parfaitement identifié les problèmes qui se posent au niveau climatique, au niveau du coût des investissements et au niveau de la nécessité d'aller dans une direction. Mais je crois qu'en même temps, on est dans une situation où on continue dans une politique parfois de fuite en avant vers un modèle qui ne fait plus véritablement ses preuves
Et je crois qu'assez souvent, les remontées mécaniques sont un peu les victimes de cette politique-là. La question de l'enneigement est évidemment artificielle, est évidemment centrale, et je crois que ce serait suicidaire de supprimer maintenant cette possibilité-là. En revanche, je crois qu'il y a toujours cette perspective où on veut continuer à développer des constructions de remontées mécaniques et qu'on veut toujours favoriser de l'enneigement artificiel. Et que j'ai l'impression que ça, c'est une fausse piste. Et que s'il fallait maintenant, pour des raisons économiques, parce que malheureusement, on est bien dans cette perspective-là, opérer une chute en avant, il faudrait la faire ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, les responsables en montagne sont confrontés à un exercice qui est très compliqué, c'est le double pas de temps. À la fois, il faut raisonner sur la saison qui arrive immédiatement, et à la fois, il faut réfléchir au long terme. Et ça, c'est très, très, très compliqué, surtout pour un élu, puisque l'élu, il est élu pour une durée déterminée de 6 ans, qu'après, à la limite, il peut dire, moi, derrière moi, il se passe ce qui se passe. Et donc, cet exercice qui consiste à la fois à gérer l'immédiateté, et en même temps de dire, il faut gérer le futur, et le futur peut-être un petit peu lointain, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est exactement cet exercice qui nous est demandé aujourd'hui. Et le bon exemple, c'est l'enneigement artificiel, c'est-à-dire que la saison qui arrive, évidemment qu'on a besoin de canons, évidemment, mais ce laps de temps qui nous reste pour faire la saison avec les canons doit nous laisser le temps pour préparer autre chose. Malheureusement, le constat que je fais, c'est que souvent, on fait la première partie et on laisse tomber la deuxième. Voilà, on me dit que le temps imparti est écoulé. Je vois des petits paquets qui arrivent pour vous. C'est un signe sur la droite. Alors, bonne montagne et bon ski à tous si ça se trouve cet hiver. Merci.